On va ouvrir donc les travaux. Je vous invite, Mélanie, à venir nous rejoindre. Vous êtes chef de projet neutralité carbone, Mélanie Pédetour. Vous allez vous saisir de cette bonnette que je vous tends très discrètement. Merci. Et vous allez pouvoir vous en préoccuper pour la mettre sur le micro. Et nous sommes à une période où nous nous préoccuperons de cela. Et plus tard, nous verrons pour les déchets plastiques. C'est toute la subtilité de la période. On va vous mettre un PowerPoint ici en main. Et si la télécommande ne fonctionne pas, mais ça devrait le faire, un petit signe à la régie, vous permettra de faire avancer les diapositives. Je vais essayer de vous la dépanner du temps. Sur quel bouton faut appuyer? Alors, c'est une bonne question. Et à mon avis, vous n'en trouverez pas la réponse. Voilà. Donc vous allez vous lèverez la main droite et je vais demander à la régie de bien vouloir suivre le passage des diapositives. On sur le côté. Sur oui. Le côté, on dit. Ah oui, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et ensuite, pour avancer, c'est bien parce que on sur le côté, ça a beaucoup aidé. Ah si, c'est bon. Alors c'est quel bouton? Donc pour avancer sur la droite, on avance à droite, on recule à gauche. À la télécommande, il n'y a pas de message. Et vous avez le gros bouton central qui commande tout. C'est parfait. Le bouton est au centre, tout va bien, on est à peau. Allez-y. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Mélanie Pédetour, chef de projet en charge de la démarche neutralité carbone au sein de l'AGLO. J'ai la lourde tâche de lancer cette journée, cette discussion et ces débats. Et comme vient de l'expliquer Charles Lecomte, il m'a donné comme commande de dessiner le cadre très général dans lequel s'inscrit à la fois cette journée, aussi le rôle de l'agriculture dans l'ambition globale de l'agglomération d'être neutre en carbone à l'horizon 2040. Et donc je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer, de redonner une définition de la neutralité carbone. Alors, quand on parle de neutralité carbone, on parle de quoi? On peut peut-être déjà repartir d'une définition et la partager ensemble si vous êtes d'accord. Donc la neutralité carbone, c'est une définition qui est un thème qui est apparu très récemment, puisque c'est au moment des accords de Paris en 2015. Et auparavant, on parlait plutôt de neutralité climatique, et ça s'est apparu déjà dès 2005 dans des travaux de l'ONU. Alors pourquoi on parle de ça? Je vais faire le lien avec le réchauffement climatique. Je pense que personne ou très peu de monde sont passés à côté des dernières conclusions du rapport du GIEC qui était paru fin août, début septembre, qui annonçait, en tout cas, moi, les 3 conclusions que j'ai retenues. C'est 1, que le réchauffement climatique accélérait d'une façon très sensible et très nette. 2, qu'il était du fait de l'activité humaine. Et 3, qu'on avait encore le temps, si on voulait limiter le réchauffement climatique à 1,5 à 2 degrés, d'inverser un peu la tendance et essayer c'est pas trop tard, mais va falloir y aller vite. Et en fait, la recommandation, ou en tout cas l'objet pour essayer de limiter le réchauffement climatique, c'est de travailler à cet objectif de neutralité carbone. Et donc la neutralité carbone, ce qu'on recherche, c'est un état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux activités humaines et la capacité de séquestration des puits naturels de carbone, que sont les sols, les forêts, les prairies, les zones humides. Et ça, on l'a défini, on essaie de trouver cet équilibre sur un périmètre que l'on définit. Donc, quand on parle de neutralité carbone à l'échelle de l'agglomération, le périmètre, c'est celui géographique des 31 communes qui forment l'agglomération paloise aujourd'hui. Et on a finalement 3 actions très complémentaires pour arriver à atteindre cet objectif de neutralité carbone. Et ça a été très bien dit en introduction. Tout d'abord, il n'y a pas le choix. Il va falloir réduire de façon assez drastique, j'ai envie de dire, nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire décarboner nos usages, ça veut dire aussi plus de sobriété énergétique, ça veut dire donc moins dépenser d'énergie et avoir des sources d'énergie moins dépendantes des énergies fossiles et un peu plus renouvelables. Ça veut dire aussi de pouvoir séquestrer nos émissions dans ces puits naturels de carbone, dont je disais, forêt, terres agricoles. On parle aussi de les stocker artificiellement dans des cavités souterraines. Alors vous allez peut-être entendre parler du terme CCUS à l'avenir. C'est un terme d'acronyme barbare qui veut dire en anglais Carbon Capture, Usage and Storage. Et puis quand on aura réussi à réduire significativement et à préserver nos capacités de séquestration, on viendra sur un 3e volet, d'essayer de compenser nos émissions résiduelles et d'essayer de soutenir ici et ailleurs des projets qui permettront à d'autres de aussi réduire ou d'améliorer la capacité de séquestration.
Donc tout ça dans l'objectif, encore une fois, d'essayer de réduire l'impact du réchauffement climatique sur nos territoires. Et c'est pour ça, notamment, que l'agglomération s'est fixée comme objectif de l'atteindre en 2040. Alors, on n'est pas les seuls, hein, et l'objectif de neutralité carbone est affiché maintenant par différents États, et aussi notamment à différentes échelles. Donc, je vais commencer par l'Europe, puisque Ursula von der Leyen a fixé comme objectif aussi que l'Europe atteigne la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et vous avez certainement entendu parler du Green Deal, du Pacte vert, pour y arriver. En France, on a la stratégie nationale bas carbone qui vise aussi à atteindre la neutralité carbone au niveau national à l'horizon 2050. Au niveau régional, on a le programme Neoterra, et on a aussi parlé en introduction du travail qui est fait à l'échelle régionale. Il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient intégrées dans le plan de relance Covid et le plan de relance national. Alors pourquoi les agglomérations ou les villes s'emparent aussi de cette thématique-là ? Tout simplement parce que les villes sont responsables de 72% des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'aussi à terme, elles vont rassembler à peu près 85% de la population mondiale. Donc forcément, on va avoir un rôle important à jouer sur cette thématique-là. Mais aussi, ce qui est très important, c'est que les villes, les collectivités, les agglomérations, les centres urbains ont le moyen d'agir, qu'elles ont les compétences et les politiques publiques qu'il faut développer, comme par exemple le transport, qui vont permettre justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ces trois raisons que les villes s'emparent aussi de ce sujet. Et on peut en citer quelques-unes en France et en Europe. Et voilà, Pau veut aussi son rôle à jouer et s'est fixé, comme on l'a dit en l'introduction, l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Alors juste quelques chiffres quand même pour se situer et vous montrer quels sont les millions de tonnes de gaz à effet de serre qui sont émis chaque année. Donc vous avez ici le diagramme des chiffres donc en millions de tonnes équivalent carbone de ce qui est émis, ce qui a été émis en 2016 à l'échelle mondiale, ce qu'on émet à l'échelle européenne, française, régionale, et ici au niveau de Pau, on émet chaque année sur le territoire de la collectivité 1,3 million de tonnes de CO2 par an. Alors, de quoi sont composés ces 1,3 million de tonnes ? On peut les diviser en deux grands sous-groupes. Vous avez d'abord les émissions directes, on parle du scope 1 et 2 pour ceux qui connaissent, et donc c'est 810 000 tonnes de CO2. Donc ça, ce sont des émissions vraiment directes émises par nos activités sur le territoire de l'agglomération, par nos transports, de la façon dont l'énergie qu'on consomme. Et il y a aussi 500 000 tonnes de CO2, d'émissions indirectes qui sont liées là à nos modes de consommation et d'alimentation. Je donne un tout petit exemple. A priori, on émettrait plus de carbone en allant acheter un kiwi qui vient de Nouvelle-Zélande plutôt que d'acheter un kiwi qui est produit dans les Landes, si je peux illustrer ça de façon très, très, très simple. Vous avez aussi ici dessous la répartition en fait, par secteur d'activité du pourcentage d'émissions dans ces 810 000 tonnes. Et vous voyez ici que le secteur le plus contributif, c'est celui des transports. En deuxième, le résidentiel puis le tertiaire. Et vous voyez qu'ici, l'agriculture est responsable à hauteur de 7% des émissions de gaz à effet de serre émises sur l'échelle du territoire. Je ne vais pas aller beaucoup plus dans le détail parce que la personne qui va suivre à cette table, Monsieur Delarec, excusez-moi, je reprends, Monsieur Savetier vous fera un détail de tous les chiffres. Moi, ce qui m'intéressait de vous montrer aujourd'hui, je vais y arriver. Ah oui, je voulais aussi donner un autre chiffre. Donc, je viens de parler de 1,3 million de tonnes de CO2 et des 810 000. Donc ça, c'est ce qu'on émet, hein, c'est toutes ces activités humaines. Et c'est important aussi de parler de la capacité de séquestration de notre territoire, puisque c'est l'autre pendant de la neutralité carbone. Et là, je vous montre des résultats de travaux qui ont été réalisés en interne par Alexandre Aubron, un autre collègue, qui s'est intéressé en regardant des photos satellites d'occupation du sol, à quelle était la capacité de séquestration du territoire, combien d'hectares de puits naturels on avait. Et surtout, aujourd'hui, ce qui est très intéressant de souligner, c'est qu'on a à peu près 26 650 hectares de puits naturels, donc terres cultivées, prairies, forêts, qui absorbent chaque année 55 000 tonnes de CO2 par an. Et si on rejoint, je crois que les chiffres de l'AREC qui avaient été émis dans le plan climat de la collectivité maintenant en 2016. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que ces puits naturels de carbone stockent déjà
11,5 millions de tonnes de CO2. Ce qui veut dire au jour de demain, c'est qu'il y aura aussi un rôle très important à préserver ces écosystèmes pour qu'eux, ils ne contribuent pas au même titre que ces secteurs d'activité à des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Et moi, je voulais souligner un autre chiffre, c'est qu'on a utilisé les résultats des travaux de l'EFES, le groupe de travail sur l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, qui ont attribué à ces différents types de puits naturels de carbone une valeur monétaire pour chiffrer en fait le service rendu par les systèmes et la biodiversité et les écosystèmes, et que si on applique cette méthodologie à l'agglomération paloise, aujourd'hui, l'ensemble des puits naturels du carbone nous rendent un service écosystémique estimé à 1 milliard d'euros. Et je pense que ça, même si tout le monde n'est pas toujours d'accord de monétariser un service, c'est important de le garder en tête, parce que ça donne une valeur aussi à ce que sont les puits naturels de carbone et les gens qui y travaillent. Alors, quand on parle de neutralité carbone, maintenant que vous avez ces deux chiffres en tête, qu'est-ce que ça veut dire pour la collectivité? Ça veut dire qu'on doit passer de ces 810 000 tonnes de CO2 à 50 000 ici ou 55 000. Oui, oui. Et vous avez dessiné sur le diagramme 3 courbes. La première en bleu, vous voyez, on estime qu'il faudrait diminuer à de 14 000 tonnes par an des émissions. Et la courbe en bleu nous amènerait à un horizon, à la neutralité carbone à l'horizon 2070. Et ça, c'est la courbe aujourd'hui telle qu'elle est inscrite au regard des actions que l'on porte au sein de plan climat de l'agglomération. Donc vous devinez bien que c'est un petit peu tard au regard des objectifs déjà de 2050 et de 2040. Et donc si l'on veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, donc, comme fixé par l'État français et la Commission européenne, il faudra que chaque année, on réduise en moyenne de 22 000 tonnes par an nos émissions. Et vous voyez le challenge qui nous attend pour l'atteindre en 2040, c'est moins 30 000 tonnes de CO2 par an. C'est un schéma très simple, mais je pense qu'il illustre un petit peu aussi le fait qu'il va falloir accélérer notre feuille de route du PCAET et qu'il va falloir à minima respecter l'objectif réglementaire. Et vous avez compris, je pense aussi, avec les discours qui ont été faits en introduction, qu'il va falloir qu'on change d'échelle, qu'on regarde ça de façon transversale, d'être complémentaire. Et voilà, on va changer de paradigme, comme on dit. Et il va falloir aborder les choses de façon globale et assez systémique. Alors, juste rappeler vite fait ce qui est aujourd'hui dans le cadre du plan climat, qui est articulé autour de 5 axes, 58 fiches d'action. On en est à moins 27%, l'objectif c'est bien de faire moins 27% de gaz à effet de serre, de produire par 2 les énergies renouvelables, de faire 20% d'économie d'énergie et de réduire de 10% les polluants atmosphériques. On a en cours une évaluation réglementaire à mi-parcours de ce plan climat qui va beaucoup nous aider pour justement voir comment on peut faire pour accélérer les choses et où encore on doit s'améliorer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne part pas de zéro sur le territoire de la collectivité. Je pense que vous allez en avoir l'illustration si vous venez visiter le stand de l'agglomération qui est juste en face. Et on pourra continuer à échanger avec grand plaisir sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Pérez et M. Buron en introduction, on a des projets phares. Le réseau de chaleur urbain, Phébus, les projets de méthanation et méthanisation à l'Escar, l'écoquartier Saragosse, la trame verte et bleue, toutes les actions aussi de sensibilisation que porte l'agglomération auprès de ses habitants, la mobilité, l'installation des maraîchages de la ceinture verte. Ça, c'est autant d'actions qu'il faut continuer à mener, bien sûr, et à accélérer pour pouvoir essayer d'atteindre cet objectif de neutralité carbone. Donc, ce que l'on souhaite faire, et le pourquoi et le comment, enfin, le pourquoi vous l'avez, le comment est-ce que la collectivité souhaite accélérer, il y a 3 dimensions complémentaires à mener de front. On va bien sûr redéfinir des objectifs chiffrés et un programme d'action qui sera à l'auteur de l'ambition. Vous avez parmi nous aussi MT Partenaire, qui est l'AMO qui nous suit pour définir notre stratégie de neutralité carbone. Donc vous serez peut-être amené à discuter avec lui pendant ces heures à venir.
On va bien sûr accroître la mobilisation du territoire, et c'est tout l'objet aussi de la réunion d'aujourd'hui et des journées comme ça, parce que comme l'a dit M. Buron aussi en introduction, on ne peut pas faire seul, et ça va concerner tout le monde, le tissu associatif, les entreprises, les habitants, les collectivités. On doit changer d'échelle aussi à ce niveau-là. Et dernier point, il faut susciter plus de coopération et de collaboration aussi au niveau des collectivités. Et je suis ravie aussi que le département se lance, je ne sais pas où tu es Laurence, dans cette stratégie aussi neutralité carbone à l'échelle du département. Et j'ai presque fini. Ah oui. Donc dernière diapositive, voilà, quelques messages clés à retenir. Voilà, la collectivité se lance et donc souhaite atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040 sur le périmètre de la collectivité. On a lancé une démarche qui va s'élaborer sur 2 ans et en 3 temps. On a un diagnostic donc en cours, définition d'une stratégie l'année prochaine et un début de mise en œuvre, on l'espère, d'ici à la fin de l'année. Et voilà, et l'enjeu est bien là, c'est d'intégrer l'ambition de la neutralité carbone dans à la fois les projets d'aménagement, les politiques publiques et les activités de l'agglomération. Voilà. Charles, j'espère avoir répondu à ta commande, d'avoir défini le cadre. Je ne suis pas sûre de l'avoir tenu en 10 minutes, mais j'espère que la mission principale est rempli. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous savez, qu'est-ce que 10 minutes par rapport à l'horizon 2040 ? Merci beaucoup. Je vais vous demander, Denis, de bien vouloir nous rejoindre. Denis Savetier, vous allez représenter l'AREC et vous allez nous apporter quelques éclairages chiffrés. Prenez, s'il vous plaît, une bonnette qui vous permettre d'échanger ce qu'il y a ici même. Quelques éclairages chiffrés plus ciblés sur la partie purement agricole, sachant qu'on va parler d'agriculture proposée par ici. Nous allons faire après le nettoyage évidemment en vigueur. Nous allons parler d'agriculture paloise, que nous allons qualifier de paloise, mais vous allez au préalable redéfinir un petit peu le périmètre des données que vous allez donner, de façon à ce que nous puissions avoir un aperçu finalement des enjeux. C'est bien de commencer par quelque chose de factuel, parce qu'ensuite on va parler d'engagement, on va parler d'actions concrètes, mais l'avantage des chiffres, c'est qu'ils permettent de donner comme cela un cadre. Votre présentation va apparaître à l'écran. Oui, bonjour à tous. Donc Denis Savetier de l'AREC, l'Agence régionale évaluation environnement climat. Donc moi je travaille sur le domaine de l'agriculture et de la biomasse. Et donc on a été amené à réaliser un diagnostic énergie gaz à effet de serre sur la communauté d'agglo de Pau-Béarn-Pyrénées. Je vais vous présenter des chiffres qui peuvent être parfois un tout petit peu différents de ceux qu'a évoqué ma prédécesseur. Je ne sais pas comment on dit. En fait, dans le cadre du PCAET, il y avait eu une première estimation qui avait été faite et on a refait une estimation en 2018. Dans le premier cadre, il y avait la partie construction qui avait été mise en exergue. Nous, elle est incluse dans la partie industrie, donc entreprise. Je me demande si dans la première partie, il n'y avait pas quelques doubles comptes, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, c'est juste pour vous resituer un petit peu les perspectives et puis les débats qui vont pouvoir suivre. Donc tout d'abord, je vais vous resituer le secteur de l'agriculture dans son ensemble. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour un certain nombre d'entre vous. On est sur un territoire à caractère urbain, avec une agglomération centre qui est Pau, et une partie un peu plus rurale, mais on va voir qu'en fait, on est plutôt sur quand même un territoire urbain. Puisque la ville de Pau représente à la fois 48% de la population, on a quand même 44% de surfaces qui sont des surfaces agricoles au sein de cette communauté d'agglomération. Mais on voit que par rapport, si on ramène ça au département, on est sur un ratio qui est bien inférieur, ce qui montre le caractère urbain. On a un taux de boisement aussi qui est inférieur à celui qu'on constate au niveau du département, 29% contre 34%. On est plutôt sur du feuillu, alors que sur la partie pyrénéenne, on va être plutôt sur du conifère. La surface agricole utile, elle est un peu plus de 15 000 hectares, en 2018, peut-être c'est un petit peu évolué, j'espère pas trop d'ailleurs, orientée plutôt en grande culture, et avec 51% de la SAU en grande culture, vous avez alors je ne sais pas, c'est là, voilà.
51% de la SAU en grande culture, 43% plutôt sur de la prairie. Vous voyez qu'au niveau du département, on est sur des chiffres qui sont complètement inversés, puisqu'on est 30% en grande culture et 68% en prairie. Hein, donc encore une fois, il y a toute la partie pyrénéenne qui influe sur cette partie. Voilà, donc on est plutôt sur une agriculture donc, orientée grande culture plutôt, et puis un peu de polyculture, polyélevage. Voilà pour le panorama de l'agriculture. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, comment elles se composent? En fait, on est à 59 000 tonnes de CO2 donc, qui sont émises par le secteur agricole. Donc, c'est 8% donc ça diffère un petit peu des chiffres que vous a donné Mélanie juste avant. 8% des gaz à effet de serre donc de la communauté d'agglo sont émis par l'agriculture. On est plutôt à environ 33% au niveau départemental. C'est à chaque fois pour vous donner des ordres de grandeur et puis pour vous montrer un peu la spécificité de la communauté d'agglo par rapport au reste du département. Pour aussi donc, avoir un petit comparatif avec d'autres agglomérations, donc on avait fait des études un peu similaires sur la communauté d'agglo de La Rochelle et la communauté d'agglo du Grand Angoulême pour avoir des territoires comparables. Vous voyez que sur la communauté d'agglo de La Rochelle, on est un peu moins agricole encore, puisqu'on est qu'à 5% des GES qui viennent de l'agriculture, et sur Angoulême, c'est 3%. Sur la communauté d'agglo, on a quand même un impact assez marqué de l'élevage. Hein, donc l'impact, donc, comme l'a fait remarquer Bernard de la Chambre d'agriculture tout à l'heure, donc on est plutôt fermentation entérique et stockage des effluents, donc plutôt méthane. Donc le méthane représente 54% des émissions globales de l'agriculture. Le protoxyde d'azote, lui, est lié plutôt aux intrants pour les cultures et représente 30% des émissions. Et puis le reste, c'est du CO2 qui vient plutôt des émissions énergétiques et en majorité donc, des produits pétroliers, puisque c'est du fuel, du gazole non routier et puis du propane. On va regarder maintenant ce qui concerne le stockage additionnel de carbone donc sur l'agglo. Donc vous avez d'un côté les émissions et vous avez de l'autre côté donc, ce que le territoire peut stocker en matière de carbone, à des valeurs qui sont de l'ordre de 49 000 tonnes de CO2 donc captées par an sur le territoire. On voit donc sur le schéma que en fait, la majorité de ce stockage s'effectue dans les forêts sans vraiment beaucoup de surprises. Donc c'est 89% du stockage a lieu sur les forêts. On voit que sur les autres parties, donc les haies, les prairies, les couverts végétaux ont un impact plus faible et qui est quasiment annulé par l'artificialisation des terres et le changement d'affectation des sols qu'on voit ici, et donc qui est de l'ordre de 3000 et quelques tonnes de CO2 par an. Donc vous voyez que cette partie changement d'affectation des sols, artificialisation des terres, a un impact qui n'est pas tout à fait négligeable, et c'est un levier sur lequel on va pouvoir travailler aussi. Ce qu'on voit, c'est que le stockage additionnel annuel ne représente que 6% de l'ensemble des émissions estimées de la communauté d'agglo. Donc pour la neutralité carbone, on n'est pas encore sorti de l'auberge, si je peux m'exprimer ainsi. Hein, il va y avoir un certain nombre de mesures à prendre pour pouvoir passer de ces 6% à ces 100% qu'on devra atteindre pour avoir la neutralité carbone. On va voir comment on peut le faire. Quand on regarde les deux autres territoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, la communauté d'agglo de La Rochelle n'est qu'à 1,2%, donc elle est encore dans une situation un peu plus délicate, on va dire, par rapport à
à ce critère-là. Et donc, on est à 5% sur la communauté d'agglo du Grand Angoulême, quand on est donc à hauteur d'environ 26% sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc, vous voyez déjà apparaître le fait, et Mélanie l'a aussi souligné, l'ambition de neutralité carbone est une ambition très très forte. Alors, j'espère que vous pourrez l'atteindre, mais c'est au moins un objectif affiché. Quelques objectifs. Globalement, au niveau de la région, le SRADET, le schéma régional d'aménagement de développement durable du territoire, a donné quelques objectifs. Donc, en ce qui nous concerne, au niveau énergétique, on a moins 30% de consommation d'énergie finale à 2030, moins 50% à 2050. Sur les émissions de gaz à effet de serre, moins 45% donc à 2030 et moins 75% à 2050. Alors là, ça, c'est des objectifs au niveau régional. Et puis, porter la part des énergies renouvelables à 45% de la consommation finale à 2030 et à plus de 100% à l'horizon 2050. Donc, ce sont des objectifs régionaux, mais on comprend bien que si on veut atteindre ces objectifs au niveau régional, il va falloir que chaque territoire participe. Alors, c'est un schéma un petit peu similaire à ce que vous a présenté Mélanie, mais qui n'est pas tout à fait pareil. En fait, sur la partie consommation énergétique, il va falloir donc passer... Hop là, ça y est, je me suis trompé. Il va falloir passer de ces 3260 GWh à 2282 GWh à 2030. Donc vous voyez, il y a ce pas à faire. Donc diminution de la consommation d'énergie finale de moins 30% à 2030 par rapport à 2050. Ça, c'est sur le territoire, si on applique les objectifs du SRADET. Et parallèlement, il va falloir augmenter la production d'énergie renouvelable de 342 GWh à 1027 GWh, donc à 2050. Ce qui fait, donc, si on rapporte les deux courbes, les deux valeurs, 45% de part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale à 2030. Donc ça, c'est pour la partie énergie, même si ça nous concerne un petit peu moins ce matin. Ça me semble important de le rappeler. Et puis, donc, sur la partie GES, gaz à effet de serre, donc, on va se positionner plutôt à 2050 sur cette partie-là. Et donc, encore une fois, si on applique les objectifs du SRADET sur le territoire, donc il faut diminuer de 75% les émissions de GES. Donc, on est sur une base 2017. On va passer de 775 kilotonnes de CO2 à 194 000 tonnes de CO2. Donc, ça, c'est donc diminué de 75%. Et si on veut donc avoir l'objectif de neutralité carbone à 2050, il va falloir compenser ces 194 000 tonnes de CO2. Donc je me place dans le cadre où donc, tout le stockage naturel de carbone compense. On ne va pas parler de stockage artificiel comme l'a évoqué Mélanie juste avant. Donc passer des 49 000 tonnes de CO2 actuelles à 194 000 tonnes de CO2 captées à 2050, ça veut dire multiplier le stockage par 4. Donc ça, c'est une gageure. Donc il va falloir actionner un peu tous les leviers. Donc c'est ce que je mets en dessous. Agir sur tous les postes, ça veut dire d'abord et en premier lieu préserver ce qui existe déjà, donc la forêt et les prairies, et bien sûr les développer si possible, et je pense que ce n'est même pas si possible, c'est qu'il va falloir les développer aussi. Augmenter les linéaires de haies et l'agroforesterie. Je crois que cet après-midi, il y a l'intervention de Carbocage, donc qui va pouvoir revenir un peu sur cet aspect-là. Développer la pratique des couverts végétaux des cultures. Donc ça commence à se faire assez régulièrement en agriculture, mais il va falloir développer. Et puis, donc, modifier les assolements, les pratiques culturales et les rotations, donc, pour arriver à ces objectifs-là. Favoriser l'utilisation des produits bois, notamment dans la construction, donc pouvoir continuer à stocker du carbone dans ces produits bois, et limiter fortement l'artificialisation des terres, voire l'annuler.
Mais donc ça, c'est aussi, en fait, je ne l'ai pas indiqué, mais c'est un objectif du SRADET, arriver à zéro artificialisation, on va dire, à 2050. Je crois que j'ai à peu près terminé, si je ne m'abuse. Ouais, je crois que c'est bon. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces éléments. Je vous remercie de votre attention. Merci.